Alors, si les mots nous quittent, c'est ça. Comment peut-il nous quitter? Il y a diverses formes d'aphasie de, de la démence. Tout à l'heure, je distinguais, non pas moi-même, mais à partir de Kant, un enthousiasme et l'orgueil, apparemment qui n'a rien à voir, mais il utilisait dans deux phrases successives, dans l'autre page, il donnait plutôt plus d'explications et de distinctions en ce qui concerne l'enthousiasme qui le distinguait de Schweimery et de la démence. Alors que enthousiasme en français, effectivement, c'est pas quelque chose, pas toujours excessif. Donc il y a des degrés. Et orgueil, c'est tout à fait dans l'autre registre, apparemment dans le vocabulaire, mais dans le contexte, il le compare. Je vais vous expliquer. Bon, si le mot nous quittait, effectivement, je disais qu'il n'y aura pas de trame, non pas forcément drame, mais une certaine tissu, intrigue, voilà. L'intrigue contextualité, situation, bon, l'homme et même les plantes et les animaux, ils se trouvent dans un environnement, dans une Umwelt, comme on dit, dans un monde environnant, dans leur environnement. Tout à l'heure, j'ai vu un oiseau qui est à Istanbul rare, mais dans cette boiserie, il y en a beaucoup. Il s'agit d'un, je ne connais pas leur nom, mais il s'agit d'une longue queue noire, blanc, et surtout sur le noir, il y a une longue tache bleu foncé. Vous avez compris. Cet oiseau-là ne vient jamais en ville, entre les bâtiments, dans les grandes artères, on ne peut pas le voir. Mais ici, nous avons une chance d'avoir une grande champ, une boiserie, qui est restée juste au milieu de la ville en expansion. Bon, donc, la question de Umwelt, contexte, situation, trame. C'est ça notre question. Si le mot nous quittait, si nous n'avions pas cette épaisseur des mots, Michel Foucault aimait à la fois le mot épaisseur, à la fois mens. Il ne disait jamais petit, ni différence de degré, mens, c'est-à-dire, à mon avis, dans son contexte, toujours imperceptible. Mens, différence, mens, très très maigre, imperceptible, mais c'est naissant. Parfois c'est évanouissant. Une mince différence, ça peut être n'importe quoi, mais l'adjectif est important dans le contexte vocabulaire plutôt foucaultien. C'est quelque chose soit apparaissant, naissant, soit disparaissant, sans beaucoup de bruit. Donc, d'une manière, comment on dit, lente, qui s'est étalée à une longue durée. Donc, il n'y a pas de coupure abrupte dans l'historicité décrite. De la façon foucauldienne, c'est ça, micropolitique ou micro-histoire aussi, en fait, si on singularise les questions, les environnements, sans dire seulement avec Heidegger, qu'on peut comparer quand même en ce qui concerne la question de la question, Frage,
gefrage, befrage, toutes ces distinctions, ce qui concerne de questionner, donc répondre, avoir des réponses toutes prêtes avant de questionner, mais questionner de manière philosophique, de manière insistante, avec les vieux mots, c'est-à-dire quoi, dans le langage téridien, avec paléonyme. Voilà, on peut parler, on essaie de décrire une nouveauté, un événement, une apparition, une mince différence avec le paléonyme, avec les anciens mots. Voilà, l'un des anciens mots qui me travaillait l'esprit, c'est en grec, phronésis, qu'on traduisait avec le mot de prudence dans la langue latine. Eh bien, en anglais, j'ai vu ce mot de circumscription. Attendez, en français, y a-t-il un équivalent? Circonspection, c'est ça. Circonspection. On peut dire avec l'application, mais circonspection en français et en anglais circumscription, apparemment un mot vieilli qui correspondrait à cet état de phronésis grec qui vient d'Aristote. L'une des plus grandes vertus, surtout politiques. Ce n'est pas tout à fait une vertu intellectuelle, mais une vertu, disons, de praxis. Est-ce que ça s'apprend? C'est autre chose. Nous sommes dans le niveau de circonspection, circumscripsis. Si j'analyse bien le mot anglais, je ne suis pas sûr s'il y a le mot anglais skepsis ou spectacle, mais c'est quelque chose quand même à voir avec une certaine sight, une certaine intuition sensible et avoir eu égard autour de soi, je dirais. Donc, en Allemagne, je suppose, Gehalt, ça aussi, c'est pas un simple salaire, mais salaire à payer, donc pire philistinisme, mais c'est se sentir responsable de ce qui va arriver ensuite quand on agit. Donc dans l'action, donc praxis, on a une certaine égard à quelque chose, égard. C'est pas tout à fait regarder, donc c'est pas une spectacle simple, c'est pas seulement sensible, c'est ouvert à toute sensibilité, à toute une gamme de sensibilité, mais il faut autre chose. Donc une mémoire, un vocabulaire, un vécu, sûrement, une certaine expérience peut-être, expérience du vécu. Et c'est périlleux toujours, donc c'est risqué. Donc il s'agit d'une Erfahrung, une expérience au sens anobli de Heidegger, à la différence de simple vécu.
accumulée qui serait à Leibniz. Une expérience de vie contingente par définition, locale, etc. Voilà. Ma question, si il faut utiliser un peu le langage savant, même si j'ai une tendance de faire mon bibliographie, donc qui tourne vite à une certaine mémoire, à la manière de Hadrien. J'aime bien compter parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, sauf l'écrit, ou parler ainsi en soliloque. Mais voilà, comme Roland Barthes, dans ce livre apparemment commandé Roland Barthes par Roland Barthes, c'est une série. Apparemment, il usait d'une méthode alphabétique pour ne pas se perdre dans sa biographie. Donc, tout biographe a une tendance à l'expansion. Donc, à leur dire les matériaux, compliquer les choses. Peut-être se faire intéressant, je ne sais pas, mais c'est apparemment une biographie commandée, c'est pas un lieu de auto-analyse, au sens de la psychanalyse. Mais nous n'avons aucune commande, personne ne nous demande, voilà. Nous avons une certaine responsabilité envers d'abord à nous-mêmes en ce qui concerne notre, non pas trésor, mais notre boîte de vocabulaire et de certain nombre de concepts, je dis toujours en ce qui concerne. Quant bagage de concepts, toujours à faire passer de l'épreuve ce bagage. Ce qui arrive dans l'expérience dite du sublime chez Kant. C'était ça l'essence de mon enseignement quand j'étais actif philosophe enseignant. Mais le problème d'enseigner envoyer des signes, émettre des signes, apparemment ça ne s'arrête pas, ça fait une bizarre habitus. Ça aussi, passer aux mœurs, faire partie de caractère, donc constitution d'un certain caractère ou moité, c'est ça aussi pour ce qui requiert dans le pronosis, qui est très très utile selon Aristote dans un homme d'État. C'est pas un mot que j'aimerais, mais c'est un homme responsable des affaires de la cité. Mais cité aujourd'hui n'existe pas, nous avons autre chose, de mégalo-métropoles. Mais nous avons encore des segmentarités. Donc, bien qu'il y a moyen de transport, on n'en use pas, on n'en abuse pas. Parce qu'on n'a pas tellement à mon cas, le courage, la force de supporter, résister, recevoir, être réceptif ou s'enfermer dans une boîte jusqu'à la fin du voyage. C'est ça nos questions aussi. Voyage, est-ce possible? Quel monde? Quelle cité? Y a-t-il des différences entre les hommes? Y a-t-il des différences mineures ou majeures? Ce sont des différences de degré ou différences de nature. Il y a apparemment beaucoup de gens encore qui ont un environnement
non pas au sens propre du terme, c'est-à-dire une nature naturelle ou une ville urbanisée, mais à l'intérieur de leur esprit, ils sont encore trop naturels, trop, pour dire ouvertement, en fait, ils ne font pas trop attention aux minces différences qui ont traversé depuis très longtemps, parce qu'ils sont ici dans une grande ville urbaine depuis pas mal de temps, donc ils ont traversé plein de forces dites étrangères à leur naturalité et ils ne s'en rendent pas compte de leur, entre guillemets, aliénation. Ils sont déliés, mais ils se sont intégrés, surtout dans le discours échangé entre eux. Ils le répètent, ils réitèrent les lieux communs, ils s'entendent. Voilà. La famille, l'amitié, petit milieu environnemental. Et ce milieu qu'on construit à fur et à mesure qu'on enfante, qu'on génère, on a des progénitures qu'on appelle la famille. Et il y a un chef de famille, parfois un seul, masculin, l'autre femme, parfois deux têtes, l'un monsieur Test, l'autre madame, madame de maintenant, voilà, c'est maintenant que j'ai inventé ça, construisons nos personnages conceptuels. Il y a un certain monsieur Test qui n'a que deux têtes, qui ne va que par sa tête, qui a une tête quand même, une pauvre femme qui est le ministère, Madame le ministère de maintenant, de l'actuel, des besoins, de l'urgence, de first aid, en ce qui concerne pour tous les membres de la famille. Voilà, la femme idéale, soumise et prête à supporter, au sens plein du terme, d'abord son mari, et puis cette mince liaison, cette mince alliance, parce que c'est passe par les lois et non pas un lien naturel qu'on appelle mariage. Voilà, tout est confondu, Hegel, la philosophie du droit, l'instance familiale, cité, l'instance de cité, place publique, l'état obscur, l'état des choses. Voilà un bel commencement, mais où suis-je dans tout ce schématisme trop savant qu'on peut accéder facilement avec un certain nombre d'années. On peut en savoir l'histoire moderne de la philosophie et de l'antique et être capable de les comprendre. Mais le problème, le savoir, l'information, l'histoire, l'informatique, tout est à la disposition des citoyens et des non-citoyens. On peut apprendre des langues, et on peut adopter des langues fallaciennes, l'esprit, voilà, ça se bricole au fur et à mesure. Mais le problème, bon, pour nous, ce sont des flux, des orbites, des satellites, surtout les courbures grande durée qui nous traversent, les forces qui nous traversent sans que nous nous apercions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une circonspection,
Selection. Aber Phronesis est en Allemagne, à mon sens, dans le langage heideggerien, Entschlossenheit. N'est-ce pas? Prudence. Qu'est-ce qu'il est d'autre que être bon dans ses décisions et aller jusqu'au bout de ses décisions, être décisif. Donc, c'est ça, Entschlossenheit. Moi, si j'analyse le mot Entschlossenheit, ou bien Entschlossenheit, donc être décisive en ce qui concerne Dasein, effectivement, vous pouvez être décisif, vous pouvez avoir une décision toute faite, telos, le but, finalité, aura pu être choisi avant que vous le choisissez. Donc ça peut être dans une logique de toujours déjà là. Ça peut s'affiner, bien sûr, ça peut changer de direction, ça peut être différé, postponé, mais le premier jet, premier jeu, premier subjectile, premier élan vital dans la jeunesse, ça se fait. Jamais les décisions, même passer de gauche à droite, ça se voit beaucoup, mais c'est rarement qu'on voit, à mon avis, de passer d'une vision du monde, comment ça s'appelle, Weltanschauung, à une autre Anschauung qui serait gauchiste. Ça, c'est rare, mais au niveau de l'anarchisme et au niveau de définition de droite, effectivement, il y a des ultranationalistes qui sont facilement comparables à des extrêmes gauches. Je pense maintenant tout de suite à Mishima. Je ne connais pas son histoire biographique personnelle, mais effectivement, il a une histoire, une fin tragique de Mishima, romancier japonais. Voilà, on peut compter plusieurs noms sans que je sache véritablement leur biographie. Durieux, La Rochelle, Maurice Blanchot dans sa jeunesse, avec son engagement au nationalisme ou je ne sais quoi, au fascisme. Moi, personnellement, je soupçonnais Georges Bataille, mais effectivement, c'est un autre cas. Il s'agit plutôt de zeitgeist, une certaine utopie socialiste. Se rejoindrait peut-être une certaine national-socialisme, tel qu'on a vu les pratiques, ne serait-ce que dans ses débuts, en Allemagne, de l'après-première guerre mondiale. Ceci dit beaucoup, pour ceux qui s'intéressent au problème, ils peuvent trouver des noms propres beaucoup plus que moi. Qu'est-ce qu'on on peut citer même les Anglais, on parle d'une certaine un poète que j'aime beaucoup, Ezra Pound. Voilà.
Donc, il y a des points de minces différences, justement, le titre de mon enregistrement est défini. Il y a de minces différences entre les grandes différences, parfois. Comment ça se fait que ce cercle se rejoint les dichotomies apparentes, et ça se fait. Bon, disons que dans ma jeunesse, dans le début de mon éducation étant marxiste, ayant des lectures très diverses en ce qui concerne ce qui arrive au marxisme, ce qui va être après Parti communiste soviétique, Parti communiste italien, Parti communiste français ou autre chose. Bon. Donc, après plein de crises, dans les années 80, j'ai fait cette lecture. J'avais eu une idée que, quoi, c'est difficile à expliquer, voilà. Mais c'est dans le vif du sujet. Il y a quand même, selon une certaine dialectique assez archaïque héraclitienne, il y a des oppositions qui se réunissent, bizarrement, qui se rejoignent plutôt, et non pas sans synthèse. Et sans une dichotomie peut rester apparente, mais qui ne veut rien dire pour un philosophe. Ce sont des formes, des rites, des manières de parler, de s'exprimer, de construire ce concept, soit avec les mots empruntés, soit en faire de nouveaux concepts avec les paléonymes, avec les anciens mots, qui est qui était ébauché, disons, par la déconstruction, et c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là. Donc j'ai passé du gauchisme, non pas du gauchisme extrême, mais une gauche réfléchie, disons savant, trop réfléchi, pas très inclin à l'action, mais qui a des sympathies avec les victimes de l'action, etc. J'ai élargi le champ de mes analyses, mais c'est devenu bien sûr le caractère, hein, n'est-ce pas? Anschlossenheit, c'est ma manière de décider dans chaque cas. C'est ça, finalement, qu'on ne peut pas rayer complètement le mot phonésis. Il faut l'affiner avec ses minces différences, avec ce qui arrive, les grandes fausses. Voilà, il ne faut pas avoir une certaine centralité du moi, du caractère ou d'intériorité. Il faut toujours compter avec la force extérieure, avec ce qui arrive par la courbure de profondeur de l'histoire, ce qui semble s'être achevé depuis longtemps, dépassé depuis longtemps, ça prend des autres noms, des autres formes, et ça revient. D'où le concept de spectralité chez Derrida. C'est pas seulement spectre du marxisme, c'est un cas très majeur, mais on ne voit pas tellement, mais on sent un certain besoin peut-être qu'il revient, et non pas en tant que tel, en tant que celle qu'il est conservé en dogme, non, pas du tout. Après, toutes ces blessures, c'est zappé. Voilà. Donc, avec cet élargissement élargissement du cadre, de frame, rock, on peut commencer à tracer un diagramme, comme interprétait Gilles Deleuze, Michel Foucault, un diagramme
un schème, une carte de l'histoire. C'est pour ça que on ne peut pas s'enfermer dans une petite querelle des mots ou des concepts, etc. Moi, j'avais promis chez Kant, mais c'est mon enseignement très répété, pour chercher les petites différences, voilà, on aurait choisi un passage de Kant de troisième critique en ce qui concerne le sublime et la religion, et il comparait les judaïques et les mohammedans. Il disait qu'en ce qui concerne l'interdiction d'image dans ces deux monothéismes qui est distinct, qui est différente, mais qui est unie, ils avaient un point commun d'avoir les uns, c'est-à-dire les juifs, avoir l'enthousiasme de cet interdit, même de l'image, de ne pas faire des copies ou images, effigies de toutes sortes, de tout ce qui est en terre, en ciel, dans les eaux, sous les eaux, etc. Un passage biblique cité brièvement par Kant, et puis il parle des Mohammedans, donc les Juifs, en se comparant aux autres tribus dans leur voisinage, dans leur environnement, en Moyen-Orient, et ensuite dans la diaspora, donc en Europe, par exemple, les Juifs avaient un enthousiasme, j'ajoute l'adjectif discrète, pas très, ils ne montraient pas, ils ne disaient pas que vous les chrétiens, vous êtes catholiques, vous êtes encore dans un paganisme, vous adulez les images, etc., au lieu de notre Dieu Seigneur impénétrable, etc. Donc, même s'il ne disait pas, même s'il n'expressait pas explicitement, quand il n'explique pas trop, il dit ils avaient raison d'avoir l'enthousiasme. Mais une page après, l'enthousiasme excessif, effectivement, c'est près de Schweimerie, démence, mais il a omis de parler de dogmatisme ou de prosélytisme. Voilà. Donc, ça peut devenir, cette forme d'enthousiasme, pourquoi pas, ça peut devenir une querelle politique dans une diaspora ou à l'intérieur du Moyen-Orient, à Jérusalem, entre les habitants. Bon. L'autre orgueil, qui n'est pas de la même registre, mais en ce qui concerne le contenu, effectivement comparable, et je notais toujours que l'orgueil était l'un des péchés capitaux dans le christianisme. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Orgueil, c'est encore plus, non pas péjoratif clairement, mais encore plus grave que l'enthousiasme excessif, peut-être. Orgueil, c'est quelque chose de se sentir sans épreuve supérieur. Une supériorité islamique qui accuse toutes les autres religions qui lui précédaient d'être complètement fallacieux et apocryphes. Et donc ils ont retourné de bon Dieu, bien qu'ils avaient leur prophète, c'est-à-dire dans la Bible, l'islam, dans le Coran même, énumère plusieurs prophètes bibliques, y compris Jésus, y compris sa mère, etc. Il y a une sourate qui s'appelle Marie. Bon. L'orgueil, donc, ils ont une raison quand même, dans le fond, avoir l'orgueil de l'interdiction de l'image, en gros, mais cet orgueil, c'est pas une bonne caractériologie quand même, c'est quelque chose qui entre dans les 7 péchés capitaux.
C'est ça que j'annotais toujours dans mon enseignement à l'école. Voilà. Et je confirme quand même l'audition.